Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise 10e édition. Quels sont les éléments clés à intégrer et les erreurs à éviter pour un business plan efficace qui convaincra vos partenaires? Nous allons, Carole Cuisinier, conseiller création reprise au sein de la Chambre de commerce industrie Moselle Métropole Metz, Anne Gardin-Ferrand, expert comptable au sein de KPMG, et moi-même, Clotilde Muller, conseiller entreprise au sein de la Chambre de métiers et d'artisanat de Moselle, vous présenter ces différents éléments. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition, identifié via l'icône avec point d'interrogation. Et nous traiterons bien évidemment vos questions à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur YouTube. Je vous souhaite une bonne conférence. Pour démarrer, nous allons vous rappeler les étapes préparatoires et incontournables pour mener à bien votre projet de création reprise. Première étape où vous allez identifier le stade d'avancement de votre projet, identifier vos motivations et ressources pour concrétiser et formaliser votre idée en projet. Étape numéro 2 consiste en une étude commerciale, c'est-à-dire une étude de marché sur laquelle vous souhaitez vous positionner afin d'évaluer le potentiel commercial de votre projet. L'étape numéro 3 qui suit est l'étude juridique afin d'opter pour le choix de la meilleure forme juridique, du statut social et de la fiscalité en découlant, toujours fonction de votre projet et de votre situation personnelle. La quatrième étape concerne le recensement et chiffrage des moyens d'exploitation nécessaires pour démarrer au mieux votre activité. L'étape numéro 5 consiste, quant à elle, à formaliser le prévisionnel financier, reprenant les éléments des 4 premières étapes évoquées ci-avant. L'étape numéro 6, où vous allez rechercher les financements manquants pour équilibrer votre plan de financement. Et enfin, l'étape numéro 7, si la viabilité économique de votre projet a été démontrée via toutes ces étapes, vous pourrez vous rapprocher de votre centre de formalité entreprise compétent pour réaliser les formalités administratives d'immatriculation au plus tôt 1 mois avant de démarrer votre activité. Mais qu'est-ce que c'est qu'un business plan? On en entend souvent parler, on ne sait pas forcément à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on retrouve derrière ce terme. Sachez que c'est un document écrit remplissant 2 fonctions principales. Il va vous permettre à vous, porteurs de projet, de structurer votre projet, de le poser sur papier, de le formaliser. C'est aussi un outil de communication indispensable à destination de partenaires, notamment des banquiers, vers qui vous pourriez vous retourner pour négocier un emprunt bancaire. Sachez que le business plan se décompose en 6 parties. La première partie vous concerne vous, votre présentation, vous, créateur, repreneur d'entreprise. La deuxième partie, ça concerne la présentation détaillée de votre projet d'entreprise. Troisième partie de votre business plan, ça concerne le marché visé sur lequel vous souhaitez vous installer. Quatrième partie, la stratégie commerciale envisagée. Cinquième partie, les moyens nécessaires à mettre en œuvre. Et enfin, sixième partie, les prévisions financières. Mais à quoi ça sert en fait un business plan? Quel est l'intérêt? Vous pouvez vous poser éventuellement cette question. Le business plan vous permet d'analyser. C'est une analyse globale qui vous permet de vérifier la viabilité, la faisabilité économique de votre projet et ainsi de prendre une décision et si possible la bonne décision. Première option, vous décidez de vous lancer, de concrétiser votre projet car tous les feux sont ouverts, donc vous allez passer à la seconde phase, à savoir le montage de votre projet d'entreprise. Deuxième option, après étude, vous décidez de renoncer à ce projet qui présente bien trop de risques et qui vous mettrait dans une situation trop compliquée, trop complexe. Troisième option, vous décidez de différer le projet sans y renoncer pour rechercher soit un complément de temps, c'est trop tôt pour vous aujourd'hui de se mettre à son compte, ou un complément de réflexion, de financement peut-être, si l'apport financier n'est pas assez conséquent, ou alors de formation si votre projet nécessite des formations spécifiques à suivre avant de vous installer. Donc, pour revenir, la première étape de votre business plan concerne donc en une présentation détaillée et valorisante de vous, créateur, repreneur, porteur d'un projet. Votre présentation doit se faire avec le même soin que la rédaction d'un CV d'embauche et reprendre les informations traditionnelles, à savoir votre état civil, vos coordonnées, votre situation personnelle, aussi bien familiale, patrimoniale,
votre parcours professionnel ainsi que votre situation professionnelle au moment où vous formalisez votre business plan. Vous devez aussi y reprendre toutes les compétences acquises, aussi bien des compétences techniques que des compétences en gestion d'entreprise, éventuellement en commercial ou autres compétences utiles. On va aussi forcément vous demander vos formations et n'hésitez pas à mettre aussi en valeur les diplômes obtenus, ainsi que toute expérience valorisable dans votre projet entrepreneurial. Vos motivations aussi sont importantes à faire paraître. Pour quelles raisons aujourd'hui vous décidez de vous mettre à votre compte? Parce que besoin d'indépendance, parce que nécessité de créer votre emploi, ou alors opportunité qui se présente et que vous souhaitez saisir. Tout ce qui est important aussi à savoir sur vous, se rattachant de façon valorisante à votre projet, peut apparaître dans cette partie. Sachez, la force vive de votre projet, c'est bien vous, mesdames, messieurs. Vous devez montrer la cohérence entre vous et votre projet dans cette première partie du business plan. C'est important. Si vous êtes plusieurs à porter le projet, vous devez également présenter les futurs associés de votre projet de la même manière que vous avez pu vous présenter vous, porteur de projet, à savoir les compétences de ces associés, aussi bien techniques, en gestion, sur l'aspect commercial ou autres en compétences, leur réseau et la valeur ajoutée de cette association. Insistez bien sur la complémentarité de cette équipe, de cette future équipe d'associés. N'hésitez pas aussi à parler des partenaires de votre projet. Ça peut être votre famille en tant que soutien financier et ou moral. Ça peut être aussi des franchiseurs, surtout si vous portez un projet de franchise, il est primordial pour vous de présenter le franchiseur. Éventuellement, si des investisseurs privés aussi sont partenaires du projet, n'hésitez pas à les mentionner, ainsi que les partenaires liés à la création reprise d'entreprise, tels que les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'artisanat, qui vous accompagnent pour élaborer votre projet. La deuxième partie de votre business plan consiste en une présentation détaillée de votre projet. En effet, c'est un des premiers éléments visualisés par les partenaires, à savoir dans quelle activité vous souhaitez vous installer, d'où l'intérêt de la détailler au maximum de votre business plan. Avant de rentrer dans le détail, ça me paraît plutôt intéressant déjà de revenir à l'historique, à la jeunesse du projet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez concrétiser un projet de création ou de reprise d'entreprise? Donc, à vous de nous expliquer, d'expliquer à la personne qui va lire ce business plan, pourquoi ce projet. Après, bien évidemment, à vous de détailler l'ensemble des produits et prestations proposées, de présenter aussi la réglementation en vigueur dans l'activité dans laquelle vous souhaitez vous mettre à votre compte. Présenter aussi l'adresse professionnelle, c'est-à-dire le siège de l'entreprise, où est-ce que vous allez être basé, ainsi que la zone de chalandise, les jours travaillés, les jours de fermeture, les horaires d'ouverture si c'est un commerce, la date prévisionnelle d'ouverture, entre le moment où vous allez présenter votre business plan et où vous souhaitez, l'échéance à laquelle vous souhaitez ouvrir. Est-ce qu'il y a quelques semaines, quelques mois qui vont s'écouler? Et les perspectives de développement de votre entreprise sur les 3 ans à venir et au-delà, si vous le pouvez. Vous devez vous projeter car une vision à moyen terme de l'activité est nécessaire pour formaliser votre business plan. Je passe la parole à ma collègue Carole Cuisinier pour la troisième partie du business plan. Merci Clotilde. Eh bien, effectivement, une fois qu'on a vu cette partie sur le porteur de projet, dans le cadre du business plan, élément essentiel à remplir, eh bien, il est important maintenant que vous parliez un petit peu du marché sur lequel vous souhaitez vous implanter. Et donc, ce marché sur lequel vous souhaitez vous implanter, il va falloir que vous parliez un petit peu du contexte et des tendances de votre future entreprise. Vous souhaitez rentrer dans un secteur d'activité bien précis, il faut que vous connaissiez tous les éléments de contexte du marché qui sont importants à prendre en considération. Clotilde vous le disait tout à l'heure, la réglementation est importante par rapport à un projet de création d'entreprise. Vous savez très bien que dans certains secteurs d'activité, la réglementation, elle bouge énormément. Donc, il y a souvent des nouvelles normes ou de nouveaux règlements qui se mettent en place. Donc, n'hésitez pas à prendre le maximum d'informations sur le secteur d'activité vers lequel vous vous engagez.
De plus, certains secteurs d'activité, on l'a vu notamment et on le voit encore face à ce qui nous est arrivé, malheureusement, notre crise sanitaire a eu des évolutions, notamment d'un point de vue économique sur certains marchés. Et donc, il est aussi important de voir comment économiquement celui-ci se porte et puis de voir comment, notamment, il évolue. Ces évolutions et ces tendances du marché vont avoir un impact sur la vie de votre entreprise. Et ça vous permettra aussi, dans un sens, de pouvoir vous projeter et de voir un peu comment vous allez évoluer à partir du démarrage de votre activité jusque, disons, aux 3 ans et au-delà. Ça vous permet d'avoir une vision sur le long terme. Donc, vous pouvez étudier, bien sûr, ce contexte avec différents outils. Notamment, n'hésitez pas à utiliser un outil qui s'appelle le SWOT, SWOT. Là-dessus, vous pourrez mettre en avant les opportunités et les menaces qui couvrent le marché de votre entreprise. Cela vous permettra de voir quelles sont éventuellement aussi les forces et les faiblesses qui sont liées à votre projet. Le lecteur, quand il va regarder votre business plan, il va s'intéresser justement à cette recherche que vous avez faite et à ces connaissances que vous avez sur votre marché. Ça, bien sûr, aura un impact et vous pourrez voir donc si vous pouvez développer votre activité et à court terme ou à moyen terme. Quelques exemples d'informations que vous devez collecter pour travailler notamment sur votre marché. Intéressez-vous aux chiffres clés de ce marché, le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires du secteur. C'est intéressant de savoir tout ça puisque ça va vous permettre de voir si ce marché est en pleine évolution ou au contraire s'il est plutôt en stagnation ou voire en déclin. Les conditions d'accès au marché, eh bien pour le savoir, regardez bien s'il ne vous faut pas un diplôme, si l'activité ne nécessite pas une norme spécifique pour pouvoir l'exercer. Et puis bien sûr, encore une fois, à l'instant T et futur. N'oubliez pas que les conditions d'accès au marché fluctuent. Intéressez-vous aussi à un autre point dans votre marché, ce sont les habitudes de consommation du produit et du service que vous allez vendre. Il est important puisque ce qui va exactement faire votre chiffre d'affaires, c'est justement ces habitudes de consommation, puisque la principale tendance en fait de votre activité est basée sur votre clientèle. Donc, il faut savoir comment justement elle consomme le produit et le service et comment à ce moment-là, vous allez pouvoir le vendre. Cette fameuse clientèle, il est important de connaître sa typologie, connaître vos consommateurs. C'est eux qui feront votre chiffre d'affaires. Et il est important pour les lecteurs de votre business plan de voir que vous avez fait une grosse recherche sur la partie clientèle. Cette partie clientèle, elle peut se différencier de différentes façons, c'est-à-dire qu'au niveau des consommateurs, vous pouvez très bien avoir des consommateurs qui sont des particuliers, et là, à ce moment-là, on va s'intéresser à leur âge, à leur sexe, à leur catégorie socio-professionnelle, à leurs revenus. Si par contre, vous vous intéressez plutôt à une clientèle professionnelle, là, à ce moment-là, réfléchissez plutôt au chiffre d'affaires de l'entreprise, à sa forme juridique, à sa date de démarrage d'activité et à savoir son organisation au sein de cette entreprise. Connaissez aussi les pratiques habituelles de tarification des autres intervenants de ce marché, les fabricants, les sous-traitants. Vous n'êtes pas peut-être seul pour réaliser en fait votre activité et vous allez peut-être vous entourer, comme l'avait dit Clotilde, de partenaires qui seront là pour vous aider dans la réalisation de votre activité. Donc, essayez d'avoir le maximum d'informations et de donner le maximum d'informations aux lecteurs de votre business plan sur ces fameux intervenants. Si on zoome un petit peu plus, une fois que vous avez donc fait cette étude de marché, on va dire globale, et que vous connaissez un peu les tendances du marché, on va zoomer un petit peu plus sur la photo et on va s'intéresser à votre marché. Et votre marché, c'est principalement, dans un premier temps, vos clients. Vos clients, qui sont-ils? Quel est leur profil? Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous allez vous adresser à des particuliers, à des professionnels ou à des collectivités. En fonction du profil de votre clientèle, votre chiffre d'affaires ne va pas se faire de la même façon. Un particulier, en général, il paye comptant. Donc, vous savez que vous allez pouvoir rentrer du chiffre d'affaires dès le démarrage de votre activité. Au niveau des collectivités, ils ont un temps de paiement qui est un peu plus long. 30 jours, 60 jours, voire des fois 90 jours. Donc, il faut aussi que vous sachiez, en fonction de cette clientèle que vous visiez, eh bien, quelle est la trésorerie, en tout cas, que vous devez mettre de côté pour pouvoir pallier avant de pouvoir en faire rentrer du chiffre d'affaires au sein de votre activité.
Et puis, les professionnels. Il est intéressant aussi de s'intéresser à leur profil, à savoir quels sont leurs besoins et s'ils sont nécessaires de façon récurrente ou si, au contraire, il s'agit juste d'un simple besoin à un instant T. Intéressez-vous aussi sur vos clients à leur localisation. Où se trouvent-ils? Il est intéressant de savoir où est la localisation de vos clients et de le préciser dans votre business plan, puisque cela aura un impact notamment sur la distribution de vos produits et de vos services. Intéressez-vous aussi à leurs besoins et à leurs habitudes de consommation. De quelle façon consomment-ils? Est-ce que c'est une consommation continue? Est-ce que c'est une consommation qui va se faire à un instant T? Est-ce qu'ils ont des besoins qui sont souvent très importants où ils demandent une grosse commande? Ou au contraire, est-ce que ce sont des besoins qui sont forcément peut-être ponctuels? Intéressez-vous aussi aux critères d'achat de votre clientèle. Dans ces critères d'achat, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la façon dont ils vont vouloir acheter leurs produits et leurs services. Dans les critères d'achat, on a différentes façons de pouvoir acheter. Ça peut être très bien en service après-vente, ça peut être très bien par Internet, dans un commerce de proximité, par le biais de prescripteurs. Donc, il est intéressant à connaître éventuellement leurs critères d'achat et leur mode donc, de consommation. Les critères d'achat aussi peuvent être importants. Sachez éventuellement quels sont les points qu'ils vont regarder précisément pour pouvoir acheter leurs produits. Est-ce que c'est éventuellement le packaging, le prix qui les intéresse ou d'autres services complémentaires? En ce qui concerne vos concurrents, qui font aussi partie de votre marché, n'oubliez pas qu'il y a cette notion d'offre et de demande. Donc, cette offre, eh bien, il n'y a pas que vous qui allez la faire. Et donc, il est important pour le lecteur de votre business plan de voir que vous avez travaillé notamment sur votre concurrence. Alors, dans votre business plan, on vous invite éventuellement à faire des petites fiches signalétiques où dedans, vous préciserez justement qui sont vos concurrents, où sont-ils implantés. Il est important de savoir leur localisation en fonction notamment pour pouvoir vous éventuellement voir où vous souhaitez aussi également vous implanter. Est-ce que ça va être dans le même secteur que ces fameux concurrents ou est-ce qu'éventuellement vous voulez un peu vous excentrer? Vous allez aussi, dans cette fiche signalétique, mettre en avant les produits et les services qu'ils proposent. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'est pas obligé de faire la liste de tous les produits et de tous les services que vous proposez. Mais en tout cas, ceux qui sont les plus importants dans la vente de leurs produits. Et puis, intéressez-vous aussi aux prix qu'ils pratiquent. Pourquoi? Parce que ces prix qu'ils pratiquent, eh bien, ce sont les prix du marché. Et donc, au moment où vous allez mettre en place, vous, votre offre, eh bien, vous allez travailler sur les mêmes tarifs que vos concurrents. N'hésitez pas à copier-coller, en fait, ce que font un peu vos concurrents. Et en même temps, travailler sur leur stratégie de communication. Comment communiquent-ils auprès de leurs clients? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une communication accrue, c'est-à-dire qu'ils communiquent en permanence et notamment sur différents modes de communication, réseau, print, éventuellement par le biais de prescripteurs? Essayez de savoir éventuellement s'ils communiquent souvent ou s'ils ont un plan de communication qui est assez précis. Ça vous permettra aussi à vous de pouvoir mettre en place justement cette stratégie de communication. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez fini de remplir cette petite fiche signalétique, eh bien, indiquez-nous de façon quand même honnête quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur leurs forces, eh bien, vous savez que ça doit être vos forces également pour vous. Et donc, d'avoir exactement à peu près les mêmes forces que vos concurrents. Et leurs faiblesses, eh bien, justement, leurs faiblesses, leurs points faibles, c'est peut-être une brèche dans laquelle vous pouvez vous engouffrer. Et donc, n'hésitez pas à ce moment-là à travailler sur ces faiblesses de ces concurrents pour éventuellement en faire une force. Troisième élément de votre marché, ça va être notamment vos fournisseurs. Ils ont aussi une grande importance, notamment dans le cadre de votre étude. Il faut savoir déjà qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils vont aussi proposer comme type de produit? Ça, c'est important puisque ça va vous permettre aussi éventuellement de peut-être d'en avoir plusieurs. D'ailleurs, il ne faut pas rester sur un seul fournisseur, mais bien sûr en avoir plusieurs, notamment si vous êtes dans le cadre de la vente. Et donc, intéressez-vous aux produits qu'ils proposent et notamment à leurs conditions de livraison et de paiement. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va avoir un impact notamment sur votre trésorerie. En fonction des conditions de livraison et des dates de paiement,
En règle générale, eh bien, souvent, on vous demande le premier paiement, les fournisseurs vous demandent le premier paiement au comptant. Donc, il faut que vous ayez quand même de la trésorerie nécessaire au sein de votre entreprise pour pouvoir payer justement ces fameux fournisseurs. Et puis ensuite, il y a peut-être des conditions qui se feront par la suite. On vous demandera peut-être de payer à 30 jours, après livraison, etc. Intéressez-vous aussi au mode de livraison. Est-ce que eux vous livrent ou est-ce que vous devez aller chercher vous-même la marchandise? Là aussi, ça aura un impact notamment dans les charges qui sont liées à votre activité. Après avoir travaillé justement ce marché, votre marché, donc c'est-à-dire vos clients, vos concurrents et vos fournisseurs, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie commerciale. Et donc, cette stratégie commerciale, c'est en l'occurrence travailler sur 4 points. Vous devez, à ce moment-là, faire ce qu'on appelle définir votre positionnement. Alors, définir votre positionnement, une fois que vous avez fait justement cette fiche signalétique sur vos concurrents, eh bien, vous allez pouvoir vous différencier justement par rapport à la concurrence. Vous différencier sur quel point? Peut-être sur votre produit. Vous allez peut-être le mettre plus en avant. Quel produit ou service allez-vous proposer à vos clients, à vos futurs clients? Il est intéressant notamment de vous différencier peut-être sur le packaging, peut-être sur les bénéfices justement de ce produit ou de ce service que vous apportez. Et peut-être que justement, en plus du produit, vous apportez quelque chose de supplémentaire que vos concurrents ne font pas. Ensuite, vous pouvez très bien vous positionner par rapport au prix. À ce moment-là, réfléchissez à quel prix vous allez vendre votre produit ou votre service. En règle générale, comme je vous l'ai dit, vous allez vous baser sur le prix que propose la concurrence. Mais si vous êtes positionné sur votre produit en amenant quelque chose de supplémentaire, comme un service en plus du produit que vous proposez, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien augmenter les prix de vente que vous allez mettre en place. Troisième point sur lequel vous devez vous positionner, c'est sur votre mode de distribution. Vous devez expliquer au lecteur de votre business plan comment vous allez vendre vos produits et vos services. Quels vont être vos réseaux de distribution? Est-ce que vous allez vendre en direct, directement dans un local commercial ou tout simplement de façon par le biais, par exemple, du e-commerce? Ou est-ce que vous allez, par exemple, passer par des intermédiaires, des personnes qui vendraient pour vous votre produit et votre service et bien sûr qui toucheraient une commission en retour? Je pense notamment souvent dans des activités commerciales, il est possible de déposer son produit ou son service, par exemple, dans un commerce qui serait à peu près à l'identique. Par exemple, je souhaite vendre des bijoux. Je peux très bien avoir soit ma petite boutique, soit déposer mes bijoux chez le coiffeur. Souvent, on retrouve ce genre d'articles, notamment chez son coiffeur, chez son esthéticienne, etc. Ou tout simplement, je souhaite vendre mes bijoux par Internet. Donc, réfléchissez bien à vos modes de distribution. On n'est pas obligé d'être sur un mode de distribution unique. On peut vendre de différentes façons. Tout dépend aussi des modes de critères d'achat de vos clients. Attention, n'allez pas vendre sur Internet si vous vous adressez à un public senior, à une clientèle senior. Alors, quand je dis senior, je m'entends bien, hein. C'est senior plus plus. Hein. C'est ceux qui ne connaissent pas du tout Internet. Parce que ma maman, elle connaît. Hein. Et enfin, le dernier point, la communication. La communication, c'est comment vous allez justement vous faire connaître. Donc, à ce moment-là, c'est de réfléchir un petit peu à votre mode de communication, aux médias que vous allez utiliser et notamment aux messages que vous souhaitez véhiculer. Donc, dans le média que vous allez utiliser, vous pouvez très bien passer par de simples flyers si vous le souhaitez, parce que vous avez une clientèle de proximité et que vous pensez qu'éventuellement, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi très bien utiliser la communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Hein, de plus en plus, on va utiliser Facebook et d'autres réseaux sociaux pour pouvoir faire passer la communication au sein de son entreprise. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre en place un plan de communication. Dans ce plan de communication, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, au démarrage de votre activité, vous allez dire, ben voilà, je vais communiquer à tel moment pour véhiculer tel message et pour derrière en ressortir tel objectif financier. Et peut-être que d'ici 3 mois, je recommuniquerai de nouveau pour faire passer peut-être un autre message et à ce moment-là, mettre en place d'autres actions et avoir d'autres objectifs. Merci. Voilà. Merci Carole pour ces explications bien détaillées.
qui vont, j'espère, vous aider à réaliser votre étude de marché au mieux. Maintenant, nous allons aborder la 5e partie de votre business plan qui concerne la définition des moyens d'exploitation nécessaires pour démarrer au mieux votre activité. Qu'est-ce qu'on entend par moyens? Aussi bien, déjà, on va s'attacher sur la partie moyens humains, à savoir, à vous de déterminer l'effectif nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise. Déjà, se poser la question, est-ce qu'au démarrage, vous allez démarrer seul ou est-ce qu'il vous faudra embaucher dès le départ? Ou alors, si ce n'est pas au départ, est-ce que vous prévoyez d'embaucher dans 1 an, dans 2 ans? Donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Et si embauche il y a, que ce soit au départ ou un peu plus tard, sous quel type de contrat? Est-ce que ça sera sous forme de CDI, de CDD, d'intérim? Est-ce qu'on partira plus sur du temps plein, du temps partiel? Et à quel niveau de rémunération? Toutes ces questions sont à se poser à cette étape. Qui plus est, prévoir aussi les formations. Est-ce qu'il y a un certain nombre de formations réglementaires à suivre avant l'ouverture, peut-être pour certaines activités? Je pense notamment à la formation hygiène et sécurité en milieu alimentaire. Si vous avez un projet de création ou reprise de restaurants rapides. Ou alors une formation de permis d'exploitation si vous souhaitez commercialiser de l'alcool. Ces formations sont des formations à réaliser avant de démarrer. Autre type de formation, éventuellement peut-être des formations techniques spécifiques liées à votre cœur de métier, des agréments peut-être à avoir avant de se lancer ou tout de suite au démarrage. Donc c'est des choses qu'il faut aussi envisager, prévoir, éventuellement budgéter. Ou alors, dernier point aussi sur l'aspect formation, peut-être des formations transversales, axées plus sur l'aspect gestion, sur l'aspect commercial, sur l'aspect management, pour que vous puissiez démarrer au mieux votre entreprise en sachant que c'est vous qui allez être aux manettes et qui êtes au poste de dirigeant. Donc, si vous sentez des lacunes, n'hésitez pas à vous former pendant cette période préparatoire. On entend aussi par moyens d'exploitation les moyens matériels. Là, on va vous demander de lister vos besoins, vos investissements de départ. Pour ceux qui ont besoin d'un local pour démarrer, bon, bien évidemment, la phase de recherche est importante, mais ayez déjà en tête aussi quelle superficie vous recherchez et quel loyer, jusqu'à quel montant de loyer vous souhaitez, vous pouvez aller, ainsi que les charges afférentes à ce local. Donc tout cela est à budgéter et sera affiné réellement le jour où vous aurez trouvé le local. Idem, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir et notamment un agencement spécifique. Et tout cela, une fois que vous aurez trouvé le local qui va bien, il vous faudra réaliser des devis pour chiffrer avec exactitude le montant de ces travaux et agencements à réaliser. Concernant le véhicule professionnel, pareil, si nécessité de vous déplacer et d'investir dans un véhicule professionnel, à vous de réaliser le devis qui va bien et surtout de valider le mode de financement de ce véhicule. Est-ce que vous allez partir sur un autofinancement, sur un crédit bancaire classique ou un leasing? Autre investissement à lister, tout ce qui concerne le mobilier et le matériel productif qui va varier en fonction de la nature de votre activité. Donc, soyez le plus exhaustif possible et réalisez les devis des investissements nécessaires au démarrage et essayez de vous projeter même un peu plus après. Et enfin, toute la partie solutions digitales. Vous avez tous un projet soit de création ou même de reprise d'entreprise et il va être important pour vous de mettre en place votre communication digitale dès le départ afin de vous faire connaître, de toucher un maximum de clients, que ce soit particuliers ou professionnels. Souvent, ça passe par la création de sites internet. Site internet soit vitrine, soit marchand, si vous décidez de commercialiser vos produits en ligne, avec un bon référencement et de l'investissement dans l'équipement informatique qui va bien, avec les logiciels qui vont bien. Tout cela a un coût. Et là aussi, c'est à vous de le lister et de le chiffrer. Donc, le recensement de l'ensemble des besoins et des investissements de départ et leur chiffrage sont nécessaires pour réaliser au plus juste le prévisionnel financier qui va suivre et qui va vous être présenté par Anne Gardin-Fern. Merci. À mon tour donc de vous présenter ce volet du business plan. Alors c'est un volet parmi tous ceux qui vous ont été présentés jusqu'à maintenant, puisqu'en fait c'est le fruit de vos réflexions
traduite de manière chiffrée. Donc, en fait, ce prévisionnel va répondre à 3 questions. La première, c'est quelle somme d'argent je vais devoir réunir pour réaliser mon projet. Et donc, à ce moment-là, vous allez vous situer déjà dans cette phase de création où vous aurez déjà eu toutes les réflexions que mes collègues vous ont présentées jusqu'alors. Ensuite, deuxième question, il va falloir vérifier que votre activité est rentable. Donc, qu'elle vous permette de gagner de l'argent suffisant pour investir, pour vous rémunérer, et puis surtout, dernière étape, pour rembourser les emprunts et autres échéances. Donc, votre prévisionnel, la partie chiffrée de votre prévisionnel devra donc répondre à ces 3 questions. Et pour ce faire, on va avoir 3 tableaux, en fait 3 éléments de synthèse qui vont pouvoir vous convaincre, en tout cas être convaincants pour votre banquier ou pour le lecteur de ces prévisions. Donc, le premier tableau, c'est le plan de financement. Donc, ce plan de financement va être encore une fois le fruit de vos réflexions menées auparavant. Donc, il va falloir être capable de chiffrer les besoins et puis en face d'y mettre les ressources nécessaires pour que les besoins soient égaux aux ressources. Donc, au niveau des besoins, un certain nombre de points doivent ressortir dans votre plan de financement. Tout d'abord, les frais d'établissement. C'est tous les frais un petit peu cachés, c'est les honoraires, par exemple, nécessaires pour créer votre société, pour par exemple, déposer votre marque, pour protéger peut-être cette marque. Ça peut être aussi tous les éléments quand vous allez rechercher des locaux, les honoraires nécessaires, les frais d'agence. Bref, tous ces éléments immatériels qui souvent ne sont pas forcément vus comme étant une dépense importante, mais qui cumulés peuvent souvent représenter une somme significative. Donc, tous ces frais d'établissement vont devoir être chiffrés assez précisément pour pouvoir ne pas avoir de surprise au moment où vous allez lancer votre activité. Deuxième élément important, les investissements, donc que l'on va toujours mentionner en hors taxe si vous récupérez la TVA, si vous êtes dans le champ de la TVA, ce qui vous arrivera si vous êtes dans le champ commercial ou dans les prestations de services. Et donc, à ce titre-là, on va raisonner sur l'investissement hors taxe. Donc là aussi, ça suppose qu'on sera capable de pouvoir financer aussi la TVA qui, elle, ne manquera pas d'être appelée sur ces investissements, mais on va voir que ça fera partie du besoin en fonds de roulement juste en dessous. Donc, ces investissements, c'est tout ce que vous a présenté Carole juste avant moi. C'est tout, aussi bien les véhicules, le matériel informatique, les logiciels, tout ce que vous allez avoir besoin pour réaliser votre business. Et donc, derrière, il faudra aussi le voir en prospective, c'est-à-dire financer ce que vous allez avoir besoin tout de suite, mais peut-être aussi le moyen terme, si vous avez notamment une phase d'investissement en plusieurs temps, en fonction de la montée en puissance de votre activité. Donc, ces 2 éléments-là seront la partie investissement, donc immobilisation dans votre compte de résultat, dans votre bilan ensuite. Donc, c'est des éléments à chiffrer assez précisément. Et le 3e élément que vous voyez du côté des besoins, ça, c'est peut-être le point le plus délicat lorsque l'on établit un plan de financement, c'est pouvoir chiffrer avec suffisamment de précision son besoin en fonds de roulement. Alors, c'est un terme un petit peu technique, mais en fait, c'est quoi ce besoin en fonds de roulement? En fait, c'est toute la trésorerie que je vais avoir besoin avant de pouvoir encaisser l'argent de mes clients. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vos clients, selon le type de clientèle que vous allez avoir, va vous payer avec une certaine échéance. Donc, ça veut dire que s'ils vous payent, par exemple, à 30 jours ou à 60 jours, vous devez être en mesure de vous payer vos dépenses pendant ces 30 jours ou 60 jours sans avoir de rentrée d'argent venant de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est ça le besoin en fonds de roulement, c'est tout ce que je vais devoir finalement mobiliser comme trésorerie avant d'encaisser mes créances clients. Ça va être aussi, par exemple, votre stock. Quand vous allez commencer à produire, si vous êtes en activité de production, il va bien falloir que vous ayez un stock de démarrage et ce stock fera partie de ce besoin en fonds de roulement puisque vous allez l'acheter alors que pour l'instant, vous n'avez pas encore de rentrée d'argent de vos clients. Donc, tous ces éléments-là seront à chiffrer également en plusieurs hypothèses, avec des hypothèses d'activité en face. Et puis, bien entendu, il faudra pouvoir présenter dans votre demande de plan de financement le montant qui sera le plus représentatif, en tout cas, de vos besoins au démarrage. Côté besoins, donc,
c'est ces 3 éléments. Et côté ressources, ben forcément, ça va être des éléments à aller chercher ou en interne, c'est-à-dire vos propres apports, ou en externe, en recourant à du financement auprès de partenaires financiers. Donc, les ressources internes, c'est-à-dire personnelles, ça va être le capital social si vous êtes en forme sociétaire ou l'apport personnel si vous êtes en entreprise individuelle, mais ça peut être aussi tout de l'argent que vous allez vous-même prêter temporairement à votre société, et c'est ce qu'on appelle le compte courant d'associé. La troisième partie des ressources, ça sera les emprunts à moyen terme ou à long terme, donc tout dépendra du bien financé. Et comme je vous le disais en préambule, votre plan de financement devra être équilibré, vos besoins devront être couverts par des ressources. Donc, c'est le premier élément qu'il faudra présenter dans ces prévisions financières. Le deuxième, pour répondre à cette partie de rentabilité, mon activité sera-t-elle rentable? Eh bien, c'est le compte de résultat. Donc, encore une fois, ce sera un compte de résultat prévisionnel qui va dépendre de toutes vos réflexions que vous avez eues en amont, notamment au niveau de vos perspectives de vente, des charges que vous allez devoir générer pour pouvoir réaliser votre chiffre d'affaires, que ce soit au niveau des achats, au niveau des charges, comme le loyer, l'électricité, les assurances, et puis bien entendu, la partie frais de personnel. Et cette partie de frais de personnel, on l'a vu tout à l'heure, dépendra de votre plan d'embauche, mais dépendra aussi de l'évolution des données de salaire, donc que vous souhaitez aussi offrir à vos futurs salariés, et puis bien entendu de la convention collective. Quand on établit les frais de personnel, il est très très utile de se référer à la convention collective qui sera applicable à votre activité, parce que là aussi, ça va déterminer les éléments de salaire à proposer à vos salariés et puis aux charges que ça va découler. Dernier point, enfin avant-dernier point, bien entendu, la dotation aux amortissements. Alors, c'est quoi ce terme? C'est une charge un petit peu particulière puisqu'elle va dépendre de vos investissements, ce qu'on a vu sur le premier tableau du plan de financement. Donc, vos investissements, vous allez les amortir. Alors, les amortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, vous allez mettre de côté de quoi remplacer vos investissements, c'est-à-dire pouvoir encore une fois, avoir la pérennité de votre entreprise, ça suppose que vous puissiez, dès que quelque chose est hors service, le remplacer. Et donc, cette charge calculée, en fait, va permettre de mettre de l'argent de côté pour justement assurer ce financement de vos investissements. Donc, ça dépendra de votre plan de financement initial. Donc, si vous investissez, par exemple, 10 000 € dans du matériel et que vous pensez que ce matériel va durer 5 ans, il faudra mettre tous les ans de côté 2 000 € pour qu'au terme de ces 5 ans, vous ayez de côté l'argent pour pouvoir remplacer le matériel. Dernière petite partie du côté charges, les charges financières. Bien entendu, là, il y aura les intérêts d'emprunt qui dépendront donc des ressources que vous avez mis en face. Et puis, il y aura aussi peut-être d'autres charges à anticiper. Par exemple, si à un moment, vous voulez travailler à l'export, on ne sait jamais, et peut-être que ça ne sera pas la même devise. Et donc, il y aura le risque d'y avoir une couverture de devise à faire. Donc, toutes ces charges financières feront également partie de votre compte de résultat et il faudra chiffrer tous ces éléments avec suffisamment de précision pour pouvoir en tirer un résultat quand on le mettra en face de vos produits. Donc, ces produits étant bien entendu votre chiffre d'affaires, que ce soit une activité de négoce ou de service ou d'autres revenus que vous pourriez tirer de votre activité. Ce résultat, bien entendu, devra être souvent présenté sur plusieurs exercices pour voir justement l'évolution que vous escomptez. Alors, l'horizon qu'on préconise, c'est entre 3 et 5 ans. Au-delà, c'est bien entendu de la science-fiction. Mais sur 3 ans, on arrive à voir déjà un petit peu vos hypothèses de progression et puis vos hypothèses aussi d'évolution des charges, puisqu'encore une fois, le chiffre d'affaires est très important. Mais ce qui compte aussi, c'est les charges qu'on va mettre en face pour pouvoir vérifier de cette rentabilité. Point suivant. Dernier tableau à présenter toujours dans votre prévisionnel, le plan de trésorerie. Donc, ce plan de trésorerie va nous permettre de répondre à la question « Est-ce que je vais être capable de rembourser mes différentes échéances ?» Donc, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir voir mois après mois. Donc, c'est un plan de trésorerie qu'on fait généralement à horizon d'1 an et qu'on va découper par mois pour pouvoir anticiper toutes les dépenses régulières, toutes les recettes régulières,
mais aussi ces échéances que vous voyez, remboursement d'emprunt, et également les investissements que vous seriez amené à mener les charges que vous seriez amené à dépenser au fur et à mesure de votre année. Donc, tous les mois, on va tirer un solde et puis, bien entendu, on va vérifier que c'est compatible avec ce que vous auriez éventuellement négocié avec vos banquiers si vous avez à un moment un creux d'activité et avec des autorisations de découvert. Mais sinon, ce solde en fin de mois devra être forcément équilibré et si possible positif pour pouvoir montrer justement cette capacité à sortir du résultat par votre activité. Donc, ce plan de trésorerie sera aussi dynamique. Il faudra tenir compte aussi des différentes hypothèses que vous allez avoir à faire pour, en tout cas, à réfléchir pour présenter votre activité. Donc, que ce soit des chiffres d'affaires à 60 jours, à 90 jours, à 30 jours, il faudra bien entendu à chaque fois adapter en fonction des hypothèses réelles de votre activité. Donc, ce plan de trésorerie sera dynamique, bien entendu, et devra être mis en perspective des 2 premiers tableaux. Et c'est l'équilibre des 3 qu'il faudra pouvoir réaliser et présenter pour être convaincant vis-à-vis de votre futur partenaire financier, que ce soit une banque ou encore une fois que ce soit même vous-même, pour pouvoir vous rassurer par rapport à la pérennité de votre investissement, puisque c'est vous le premier investisseur dans votre activité. Donc voilà ces 3 tableaux qui sont là pour présenter la partie chiffrée de toute cette réflexion du business plan. Encore une fois, c'est vraiment la traduction en chiffres, mais ce n'est pas le seul élément de ce plan, de ce business plan, puisqu'encore une fois, le rendre convaincant, ça supposera que ces données chiffrées soient bien étayées d'une partie rédactionnelle qui va permettre de vérifier que tous ces chiffres aient un sens. Et donc, encore une fois, c'est l'ensemble de cette partie rédactionnelle et de cette partie chiffrée qui représente un business plan convaincant et qui vous permettra d'optimiser votre réussite. Il me reste, pour ma partie, je pense que j'ai tout vu. Donc, je pense que la conclusion, c'est donc Carole Cuisinier qui va nous la faire. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, on sera à disposition pour répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup, Anne-Ferme. Donc, effectivement, ça conclut en vous disant qu'est-ce qu'au final le business plan? Eh bien, sachez qu'en tout cas, c'est un outil de communication. Donc, ce document doit être un document de référence pour vous, porteurs de projet, créateurs ou repreneurs. Il permet à votre interlocuteur de se faire une idée très précise de votre projet. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qu'il faut indiquer dans le business plan. C'est quand même un document qui est très rédactionné. Donc, en règle générale, il fait à peu près une trentaine, voire une quarantaine de pages avec le prévisionnel financier inclus. Et donc, il est préférable à ce moment-là de le remettre au terme de votre présentation pour que votre lecteur ne soit pas tenté de le consulter pendant que vous êtes en train de faire votre présentation. Et puis, comme ça, vous pourrez au moins conserver toute son attention. Alors, vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un executive summary, c'est-à-dire une présentation synthétique de votre projet qui reprend l'ensemble des points qui sont indiqués dans le business plan. Donc, je le répète, ces points sont bien la présentation de vous en tant que porteur de projet, également votre marché, votre stratégie de communication, les moyens nécessaires à votre activité et bien sûr, derrière, les données chiffrées par le prévisionnel financier. Donc, il pourra bien sûr être mis à votre disposition, de votre interlocuteur en prélude de votre présentation orale. Parce que oui, l'interlocuteur ne va pas que vous lire, mais il va aussi vous écouter. Et donc, soyez prêts à pouvoir présenter votre business plan dans un temps minimum. En règle générale, on dit que 10 minutes, c'est bien pour pouvoir présenter ce fameux business plan. Donc, n'hésitez pas à noter les points importants et pour être prêt pour une présentation orale. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. On vous remercie beaucoup pour votre participation active. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. N'hésitez pas, donc, si vous aviez des questions à en poser et également à en poser de nouveau. Donc déjà, je vais dire bonjour à Sylvie qui nous a dit bonjour ce matin. Donc bonjour Sylvie. D'ailleurs, Sylvie, je pense que vous nous avez posé une question sur les catégories socio-professionnelles. Vous posiez la question
question justement CSP, qu'est-ce que ça veut dire dans la typologie des consommateurs? Alors Jennifer a déjà un peu répondu à votre question, Sylvie, notamment en vous précisant qu'il s'agit bien donc de catégories socio-professionnelles. Et donc je complète effectivement ce que vous a dit Jennifer. Effectivement, la catégorie socio-professionnelle correspond bien donc à l'activité, en tout cas à la catégorie d'activité qu'a votre client. Ça peut être un exploitant, un artisan, un cadre, un employé, un ouvrier, comme vous le disiez Jennifer. Voilà, on a une autre question de Anonymous qui nous demande, voilà, bonjour, déjà bonjour, où trouve-t-on le chiffre d'affaires des concurrents et gratuitement? Est-ce que l'une d'entre vous a envie de lui répondre? Bah, moi, je peux si vous voulez, voilà. effectivement. Eh bien, écoutez, Anne, on vous écoute. Voilà. Donc, ces données en fait de chiffre d'affaires des concurrents, c'est vrai que c'est pas toujours évident de les obtenir, mais on va avoir des bases qui existent, hein, des bases économiques. Donc, on parle par exemple du greffe. Au niveau du greffe, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de données. Il y a aussi les statistiques de la Banque de France, il y a les statistiques de l'INSEE. Donc, on a aussi les statistiques professionnelles auprès des différentes chambres, par exemple, ou des différents syndicats professionnels. Vous avez souvent pas mal d'informations de ce côté-là. Il y a aussi les organismes de gestion qui ont des statistiques. Donc, on a pas mal de statistiques un peu partout. C'est vrai que même une recherche sur Internet vous aide souvent déjà à avoir déjà une synthèse un petit peu des littératures qui sont faites, par exemple, sur votre activité. Si vous voulez, par exemple, je donne un exemple, créer un salon de coiffure, eh ben, vous pouvez aussi vous rapprocher du syndicat de la coiffure. Si vous voulez créer de la restauration, une activité en restauration, vous pouvez vous rapprocher aussi du syndicat de la restauration. Bref, c'est tous ces organismes professionnels qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Et puis, regardez aussi la littérature technique qui peuvent être faite. Il y a régulièrement des enquêtes qui sont publiées par l'INSEE qui vont reprendre aussi un certain nombre de chiffres d'affaires. Et puis, bon, sinon, il y a des bases aussi payantes où vous pouvez vous abonner pendant un petit court temps, en tout cas, pour essayer d'avoir accès à ces bases. Il y a la base Diane, il y a la base Xerfi, il y en a vraiment tout un tas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu un travail d'Hercule Poirot, des fois, de chercher vraiment ce qui correspond à notre propre activité. Hein. Il faut souvent, des fois, aussi mixer plusieurs statistiques, mais c'est souvent comme ça qu'on arrive à voir un peu. Et puis, alors après, il y a l'autre solution, c'est d'aller voir directement son concurrent dans son magasin, puis de regarder les prix qu'il pratique, par exemple. Hein. C'est un peu d'espionnage commercial, mais en tout cas, ça a des fois pas mal de sens, en tout cas, d'aller voir aussi ce que font ses concurrents pour pouvoir vérifier que notre projet est un peu différenciant par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes. Merci Anne. Alors nous avons une question de Jennifer qui nous demande si elle aura la possibilité de consulter à nouveau le PowerPoint. Mais écoutez Jennifer, je vais répondre aussi en même temps à la question que nous pose Nicole. Effectivement, l'ensemble de ce PowerPoint et de cette présentation vont être diffusés donc sur les réseaux sociaux de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Donc bien sûr, vous pourrez retrouver l'ensemble de cette présentation, faire des arrêts sur image, regarder un petit peu ce que l'on vous a dit. Donc il n'y a pas de souci, tout sera diffusé normalement soit cet après-midi, soit à partir de demain matin, directement sur les réseaux de la Chambre sur les réseaux YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie et aussi de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On a une question de Aude, alors peut-être Clotilde pourras-tu lui répondre, qui nous demande, mais au final, est-ce que c'est obligatoire le business plan? C'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé, comme ça a pu être évoqué lors de cette conférence. À la base, nous, on va toujours recommander à un porteur de projet, même si c'est un petit projet, pour le porteur de projet, le fait de passer par cette étape business plan va vous permettre de vérifier et de valider la faisabilité, la viabilité économique de votre projet, ce qui paraît quand même assez primordial avant de vous lancer, de savoir si à terme vous allez pouvoir vivre de cette activité ou alors si au contraire ça présente bien trop de risques, plutôt se dire c'est peut-être pas fait pour moi ou en tout cas pas maintenant parce que tout n'est pas requis, je n'ai pas tous les éléments, ou je n'ai pas l'apport financier nécessaire ou je n'ai pas la formation adéquate. Donc oui, le business plan pour moi est une étape incontournable. Ça peut être un business plan, comme disait Caroline,
Carole, ça va faire un certain nombre de pages, mais vous pouvez vous réaliser un business plan à votre manière, plus allégé. Et surtout, si vous éprouvez, parce que vous ne savez pas comment procéder pour réaliser votre business plan, moi, je vous encourage à vous rapprocher de votre chambre consulaire, que ce soit la chambre de métier d'artisanat de Moselle si vous avez un projet artisanal ou la chambre de commerce et d'industrie si c'est un projet commercial. Nous avons chacun une cellule dédiée à l'accompagnement, à la création, reprise d'entreprise, et des conseillers seront là pour vous aider à formaliser ce business plan et vous aider en effet, à le formaliser. Et à la fin de cet accompagnement, vous repartez avec le document, à la fois pour vous, savoir où est-ce que vous allez, et aussi ce document que vous pourrez présenter à tout partenaire financier s'il y a besoin de négocier un emprunt bancaire. Alors, nous avons encore 2 petites questions et on va essayer d'y répondre assez rapidement puisque ensuite on enchaîne sur d'autres réunions. Donc, eh bien, ça vous concerne, Anne. Écoutez, la première, c'est pour le prévisionnel financier. Est-ce qu'il est obligatoire de passer par un expert comptable et combien ça peut au final coûter de faire un prévisionnel? Alors non, c'est pas obligatoire de passer par un expert comptable. Encore une fois, l'expert comptable vous apportera sa vision indépendante par rapport à vous et la prise de recul nécessaire. Mais au même titre que voilà, c'est pas obligatoire. C'est si vous en ressentez le besoin à un moment de vous faire accompagner dans cette phase-là par un expert comptable. Alors après, par contre, quand vous aurez à avoir vos obligations comptables, donc de faire votre bilan, quand vous aurez créé votre société et là, par contre, vous aurez sans doute besoin d'un professionnel de la comptabilité pour vous faire ça, parce que souvent, c'est technique. Et puis, il y a des enjeux aussi de fiscaux, puisqu'il y a des déclarations fiscales, il y a tout un tas de choses. Quand vous créez votre activité, vous n'allez pas être, en tout cas, vous la créez pas une fois pour toutes, elle va être évolutive et donc derrière, vous aurez peut-être pas mal de démarches aussi à faire fiscales. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est encore une fois, si vous avez besoin d'un professionnel, nous on accompagne la création aussi parce que c'est l'un de nos métiers également, mais ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, nous on n'a pas de coût, en tout cas de fourchette de prix à vous indiquer. Tout dépend du projet, bien entendu, tout dépend des travaux qui sont demandés, mais en règle générale, on accompagne nos créateurs et le but, c'est qu'ils deviennent notre client ensuite. Et cette phase de création fait souvent l'objet, en tout cas, d'un accompagnement sans facturation au démarrage. Et simplement, ensuite, on garde nos clients voilà, comme clients d'entreprises qui se sont créées. Voilà. Alors, on a une question d'Audrey qui nous demande, est-ce qu'on peut être épaulé quelque part et gratuitement pour monter ce type de document, c'est-à-dire le business plan, le business model? Alors oui, tout à fait, Audrey. Nous, en tant que chambre consulaire, CCI comme chambre des métiers, nous vous accompagnons dans votre démarche pour la réalisation de votre business plan. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, on a un outil qui s'appelle CCI Business Builder. C'est une plateforme déjà d'accompagnement en ligne pour réaliser votre business plan. Donc, je le redis, CCI Business Builder. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme. C'est gratuit. Et puis, bien sûr, à tout moment, si vous souhaitez être épaulé par les consulaires, nous, on est là justement pour vous accompagner dans cette démarche. On est un réseau avec les experts comptables. Nous travaillons très bien tous ensemble. Donc, il n'y a pas de souci concernant ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous rencontrer, à nous parler de votre projet. On est là justement pour vous accompagner. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a différents dispositifs qui existent, notamment pour faire financer vos projets de création d'entreprise, que ça soit aussi bien dans le domaine de l'accompagnement, que ça soit dans le financement de projet, que ça soit dans le test d'activité. Enfin, voilà, de nombreux dispositifs existent. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour qu'on vous parle de tout ça et qu'on trouve avec vous au mieux les meilleures solutions dans le cadre de votre accompagnement. Voilà, alors il y a encore pas mal de questions, mais malheureusement, le temps nous est compté, donc nous ne pouvons pas y répondre. Alors, n'hésitez pas à venir notamment nous rencontrer vendredi 19 novembre dans les locaux de la Chambre des métiers au 5 boulevard de la Défense. De nombreux intervenants sont présents, les experts comptables, justement les chambres consulaires et d'autres, et j'en passe. Nous avons plus d'une trentaine d'intervenants, d'exposants qui seront présents donc lors du Salon Go en présentiel.
Alors, passe sanitaire obligatoire, là, c'est certain. Mais en tout cas, vous pourrez poser vos questions un peu plus techniques directement à ces intervenants. Donc, voilà, hein, je m'excuse auprès de ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Mais venez nous rencontrer et n'hésitez pas à nous contacter hein, pour qu'on réponde au mieux à l'ensemble de vos questions. Donc, vous savez aussi que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets qui sont encore très variés. Le programme est disponible donc sur www.salon-go.fr. Et puis, n'hésitez pas encore une fois, je vous le redis, c'est peut-être du redit, mais comme ça, au moins c'est entré. Donc, vendredi 19 novembre, dans les locaux de la Chambre des métiers, venez nous voir, venez discuter de votre projet, profitez de ce moment. Vous avez énormément d'experts qui sont en un seul et même lieu. Et puis, bien sûr, sinon, eh bien, nous vous souhaitons une excellente continuité dans votre projet. Et puis, bien sûr, un très bon salon. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.